Voici un espace où le silence a de la place, où les idées respirent, où chaque question ouvre une porte plutôt que de la fermer, un espace taillé pour la curiosité patiente et pour la joie très simple qu'il y a à mieux comprendre le monde pas à pas. Ici, pas de grand fracas, mais le cliquetis paisible d'une pensée qui s'assemble comme un mécanisme bien huilé qui trouve tout à coup sa fréquence, son rythme, sa clarté, fidèle à l'art de chercher que Feynman plaçait au cœur de l'expérience humaine. La promesse est modeste et pourtant ambitieuse. Entrer avec humilité dans l'inconnu, repartir avec un fil de compréhension de plus, et surtout, l'envie d'en tirer un autre encore et encore, parce que la recherche est d'abord un plaisir avant d'être une performance. Feynman rappelait que la valeur de la science tient à l'acceptation du doute et à la joie d'explorer, deux états d'esprit qui, au-delà des laboratoires, donnent une texture plus riche aux journées ordinaires. Pour commencer, 3 images à garder en tête comme des cailloux blancs qui jalonnent ce chemin sonore. Une tasse de café qui refroidit doucement sur une table, une ligne de code qui refuse de céder puis soudain s'illumine, et une question ancienne qui, un soir, trouve une réponse si simple qu'on se demande comment elle a pu rester invisible. Ces 3 scènes condensent la même expérience. La patience, la reformulation, l'hypothèse qui s'ajuste, l'instant où le paysage intérieur se recompose et où tout se met à tenir ensemble avec une évidence apaisante, celle qui donne ce petit frisson propre au déclic intellectuel. La tasse de café dit la lenteur et l'observation, la ligne de code dit l'obstination et la rigueur, la vieille question dit l'ouverture et la souplesse. 3 angles d'un même triangle de compréhension, nourris par l'habitude de douter sans se paralyser. L'invitation est simple, accepter de ne pas tout savoir dès maintenant pour laisser émerger ce aha qui, souvent, vient d'une question mieux posée plutôt que d'une réponse proclamée trop vite. Ce podcast ne cherche pas la certitude tapageuse, il cultive une clarté tranquille qui naît d'une discipline singulière. Reconnaître ce qui est su, ce qui est soupçonné, ce qui est ignoré, et vivre avec cette gradation sans crispation, comme Feynman le revendiquait dans ses textes sur la valeur du doute. Ce n'est pas une abdication, c'est une force. Accepter l'incertitude permet de mieux distinguer les bons signaux des illusions séduisantes et d'accroître peu à peu la part de compréhension sur laquelle appuyer les décisions du quotidien. À mesure que l'oreille et l'esprit s'accordent à cette musique, un phénomène curieux apparaît, l'envie d'être précis grandit, et avec elle le plaisir d'assembler les pièces avec honnêteté, même si cela prend plus de temps. La compréhension cesse alors d'être un trophée pour devenir un compagnon de route, discret mais loyal, qui aide à marcher plus droit dans l'incertitude normale des choses. Une mise en garde cependant, comme un garde-fou au bord du chemin, méfions-nous des explications trop lisses qui flattent l'esprit et rassurent l'ego, car la tentation d'avoir l'air de comprendre est souvent plus forte que celle de comprendre vraiment. Feynman l'énonçait sans détour. Le premier principe est de ne pas se tromper soi-même, et l'on est la personne la plus facile à tromper. Une phrase simple qui, répétée à voix basse, devient une hygiène mentale quotidienne. Cette hygiène, c'est apprendre à poser la question qui dérange, à chercher l'exemple qui contredit, à accepter que l'explication préférée doive parfois être révisée pour rester fidèle aux faits plutôt qu'aux apparences. C'est cette intégrité silencieuse, plus qu'une quelconque virtuosité, qui permet au déclic d'être solide et aux compréhensions de tenir dans le temps. Alors, à quoi s'attendre ici, très concrètement, dans les minutes qui suivent et dans les épisodes qui viendront? À des micro-énigmes qui s'invitent dans la journée sans prévenir, des choses petites mais résistantes, du genre de celles qui accrochent la pensée, comme une minuscule aspérité sur laquelle le doigt revient sans cesse. À des explications qui ne demandent pas d'adhésion aveugle, mais proposent un chemin, des jalons, des expériences mentales simples, pour que la compréhension avance par l'évidence, partagée plutôt que par l'argument d'autorité. À des récits courts où l'on entend la difficulté, l'hésitation, le tournant, puis la joie un peu enfantine du moment où tout s'aligne. Cette joie dont Feynman disait qu'elle était le vrai prix de la recherche. À des détourages de notions qui intimident parfois de loin, mais qui, rapprochées avec patience, révèlent une architecture intuitive et presque rassurante, parce qu'elles obéissent à une logique qu'il est possible d'apprivoiser. Il y aura des teasers, bien sûr, parce que le mystère a sa place et qu'il fait partie de la joie, comme une chandelle qu'on promène dans une pièce sombre et qui révèle des formes avant d'en montrer les détails. Aujourd'hui, par exemple, un court détour par une idée simple. Quand une explication semble évidente, quel petit test mental appliquer pour vérifier qu'elle n'est pas seulement confortable, mais réellement éclairante? Il sera proposé une règle pratique à la fin de cette introduction, une règle facile à mémoriser, à glisser dans la poche, à essayer dès la prochaine difficulté technique ou conceptuelle rencontrée. Elle viendra avec un exemple volontairement modeste, parce que la joie de comprendre n'a pas besoin d'un miracle pour apparaître,
seulement d'un environnement qui encourage l'honnêteté, la curiosité et la précision. Cette approche, inspirée par l'attitude de Feynman, ne promet pas l'infaillibilité. Elle promet une progression visible et une satisfaction durable, ce qui est souvent plus précieux. Dans cette exploration, un fil rouge guidera discrètement chaque épisode. La manière de poser de meilleures questions pour faire émerger de meilleures réponses, sans se presser, sans confondre vitesse et clarté. Poser une question, c'est accepter le risque du Je ne sais pas encore, mais c'est aussi se donner la chance d'une réponse qui n'existait pas quelques instants plus tôt. Une réponse que l'on reconnaît parce qu'elle rend d'autres choses cohérentes avec elle. Ce sentiment de cohérence accrue, comme si plusieurs tiroirs du même meuble avaient enfin été rangés, est l'un des marqueurs les plus fiables de la compréhension, et il laisse une trace sensible. Un calme léger, une respiration moins courte, une attention plus disponible. Ici, ce calme n'est pas un style, c'est une conséquence. Moins de bruit parce qu'il y a un peu plus d'ordre, moins d'effort parce que l'explication porte une part du fardeau à la place de la mémoire. Parfois une citation fera office de cairn, non pour impressionner, mais pour rappeler d'où vient l'inspiration et quelle attitude sert de boussole dans ce paysage. Feynman l'a exprimé d'une manière qui, traduite simplement, résonne comme un credo intimiste. Le prix, c'est le plaisir de découvrir la chose. La découverte est la récompense, pas la médaille, pas l'honneur, pas la posture, mais le mouvement intérieur de la lumière qui passe d'une pièce à l'autre. Cette phrase dit tout un programme. Trouver du goût dans la recherche elle-même, préférer la netteté des idées à l'ornement des apparences, choisir le chemin du travail honnête plutôt que la précipitation vers la conclusion. C'est pourquoi ce podcast mettra l'accent sur les gestes intellectuels concrets, observer, formuler, tester, réviser, qui transforment une intuition en compréhension stable par petites marches franchies sans hâter l'allure. Ces gestes sont accessibles, reproductibles, transmissibles. Ils font grandir l'autonomie cognitive autant que le savoir lui-même. Voici maintenant la petite règle annoncée, simple et praticable, héritée de cette tradition d'intégrité intellectuelle. Devant une idée séduisante, cherchez non pas ce qui la conforte d'abord, mais le cas précis qui la mettra le plus en difficulté et l'examiner loyalement. Cette règle ne demande ni instrument sophistiqué, ni longue préparation, seulement un instant de courage pour accepter que l'explication préférée puisse trébucher, et un instant de patience pour distinguer l'accidentel du structurel. Si l'idée résiste, elle gagne en densité et en portée. Si elle cède, elle indique par où progresser, et cette correction procure une satisfaction différente, mais tout aussi réelle, que Feynman aurait reconnue comme une victoire de la lucidité. Appliquée régulièrement, cette petite ascèse affine le jugement et fait croître une forme de confiance calme. Non pas la certitude de toujours avoir raison, mais la certitude d'emprunter une méthode qui rend moins souvent aveugle. Dans les épisodes à venir, ce fil sera décliné à travers des histoires vraies, des analogies, des expériences mentales et des dialogues avec des idées qui, de prime abord, paraissent rétives, parfois austères, mais qui s'ouvrent dès qu'on leur accorde un peu d'attention honnête. Chaque récit proposera une manière de reformuler, une technique chère aux approches inspirées par Feynman pour traquer le flou et revenir vers la simplicité sans perdre la substance. Chaque détour visera moins à tout dire qu'à rendre la suite inévitable, comme une mélodie qui appelle sa résolution, afin que l'écoute se transforme doucement en exploration active. Et si, chemin faisant, une hypothèse s'effondre, l'épisode ne le cachera pas. Ce sera au contraire un moment privilégié pour montrer ce que l'on gagne à préférer le vrai au vraisemblable. Pour clore cette ouverture, voici un pacte doux et public, avancer avec modestie, douter sans amertume, s'émerveiller sans naïveté et prendre au sérieux la joie que donne une idée claire quand elle s'ajuste enfin au monde. Rien de spectaculaire, tout de durable. Le plaisir de trouver, comme un clic intérieur qui réorganise discrètement la carte mentale et laisse derrière lui une pièce mieux rangée que l'instant d'avant-main. Si cette perspective résonne, alors la suite devrait avoir le goût d'un sentier qu'on a plaisir à reprendre, parce qu'il ne promet pas des miracles, mais des éclaircies régulières au-dessus d'un paysage qu'on aime voir se préciser. Que ce soit une tasse de café, une fonction récalcitrante ou une vieille question remise au jour, chaque pas comptera, et chaque pas aura sa joie propre, fidèle à l'esprit d'exploration qui habite ses pages et ses voix. Dans le silence actif, la pensée prend de l'élan comme un ressort qu'on n'écrase pas, et la curiosité commence par un regard qui suspend le jugement le temps d'une observation honnête. Cette suspension n'est pas l'inaction, c'est la préparation d'un geste précis. Isoler ce qui est vu de ce qui est supposé pour éviter de confondre sensation et explication. Cette hygiène mentale, si simple qu'elle paraît rudimentaire,
est la condition d'une joie de comprendre durable, parce qu'elle s'appuie sur des faits, pas sur des illusions confortables. Le laboratoire intérieur n'a besoin que d'un carnet et d'une minute, noter l'observation, la question, puis une hypothèse testable, avant même de chercher la bonne réponse. Cette discipline est héritée d'une philosophie du doute fécond que Feynman tenait pour la valeur essentielle de la démarche de connaissance. Le simple fait d'écrire ce qui est su, ce qui est cru, et ce qui manque clarifie le terrain plus sûrement qu'un long débat sans point d'appui. Prenons un phénomène modeste et entêté. Un bug récurrent qui n'apparaît que le matin quand la machine est froide et qui disparaît l'après-midi quand tout a chauffé. Le réflexe pressé cherche la cause la plus proche, mais la curiosité patiente propose un protocole. Lister les conditions, changer une variable, mesurer le résultat et s'interdire d'interpréter au-delà de ce que le test établit. Ce pas à pas construit une compréhension solide, et la satisfaction vient précisément du fait que le résultat tient quand on essaie de le faire tomber. Vivre avec le doute n'est pas renoncer à savoir, c'est organiser l'incertitude pour que les degrés de confiance deviennent visibles et utiles. Cette lucidité protège des explications trop lisses qui rassurent, sans éclairer, ce que Feynman mettait en garde en dénonçant l'apparence de rigueur sans la rigueur elle-même. Dans ce cadre, une hypothèse n'est pas un drapeau à défendre, c'est une échelle provisoire qu'on consolide ou qu'on remplace avec bonne grâce. Voici une méthode simple et transposable. Choisir un concept, l'expliquer comme à un enfant, repérer les trous, simplifier et analogiser jusqu'à clarté. Écrire sans jargon révèle immédiatement les zones floues, et chaque itération transforme un vernis de savoir en compréhension opérant. 4 gestes, une boucle courte et une progression nette qui se prête parfaitement au format d'une séquence audio guidée. Un atelier de clarté peut commencer par une phrase « Ce que je sais, c'est… » Puis ce que je suppose, c'est… Puis ce que je peux tester, c'est… Cette verbalisation force une séparation hygiénique entre évidence, interprétation et plan d'action, réduisant l'espace pour l'auto-illusion dont Feynman rappelait qu'elle guette en premier. La joie apparaît quand la phrase devient plus courte, plus précise, et qu'elle résiste à une question inattendue. Une des images les plus marquantes de l'intégrité expérimentale demeure le petit test public de Feynman sur un joint à basse température, lors de l'enquête sur Challenger. Ce geste, un échantillon plongé dans de l'eau glacée, montrait en quelques secondes la perte d'élasticité d'une pièce critique, donnant à voir ce que des graphiques n'avaient pas su imposer à l'attention. C'est un rappel puissant que la clarté gagne souvent par une expérience minimale, mais décisive, qui déplace le débat vers l'évidence partagée. Dans quelques minutes, une explication qui respire montrera comment une analogie bien choisie peut rendre une idée mémorable sans l'édulcorer. L'objectif n'est pas de colorer la réalité, mais de tracer une passerelle temporaire qui aide l'esprit à franchir un obstacle de compréhension sans y perdre la précision nécessaire. Construire l'analogie, la tester contre un cas limite, puis la resserrer jusqu'à ce qu'elle tienne sans trahir. Ne pas se tromper soi-même commence par raconter aussi ce qui va contre, pas seulement ce qui arrange, une règle que Feynman énonçait comme un premier principe de l'intégrité intellectuelle. Intellectuelle, dans une narration audio, cette règle devient une scène. À côté de l'explication, une objection réelle, puis la réponse ou l'aveu que la question reste ouverte. Cette transparence tisse la confiance et transforme l'incertitude en espace de travail plutôt qu'en source d'angoisse. Avant d'assembler une explication, posez 3 jalons, la donnée brute, l'inférence, le test possible en les nommant distinctement. Ce rituel protège du vernis de connaissance qui, selon Feynman, confond savoir le nom des choses et comprendre ce qu'elles font. En audio, ces jalons deviennent des respirations qui donnent au récit une structure et à l'esprit un cadre pour suivre sans se perdre. La récompense, c'est le plaisir de découvrir la chose, dit une phrase que l'on peut tenir comme un fil rouge discret entre les séquences. Cette joie n'est pas un feu d'artifice, mais un apaisement précis. Une pièce intérieure mieux rangée qui rend plus léger les pas suivants. Elle se reconnaît à sa trace durable, une explication qui continue d'aider quand le contexte change légèrement. Minute 1. Écrire ce qui est sûr, sous forme de faits observables, puis arrêter le stylo pour marquer la frontière entre voir et conclure. Minute 2. Formuler l'explication la plus simple possible, comme si l'on enseignait à un enfant sans métaphore décorative. Minute 3. Chercher activement le contre-exemple le plus gênant et décider d'un mini-test réalisable aujourd'hui, même mental. Raconter une fois où une solution élégante échouait par intermittence jusqu'à ce qu'une variable cachée, l'ordre des opérations, la température, la latence, soit identifiée par un test ciblé.
La morale n'incrimine ni la complexité ni la malchance. Elle valorise le protocole qui révèle le facteur oublié avec une netteté presque pédagogique. Le plaisir naît du contraste entre l'embarras initial et la précision finale. Un contraste qui nourrit la mémoire plus sûrement qu'une théorie apprise sans friction. Une analogie utile garde 3 qualités: correspondance de structure, capacité à survivre à un cas extrême, et permission d'être abandonnée quand elle cesse d'aider. Cette analogie stricte accompagne, mais ne remplace pas, l'explication, et sa valeur se mesure à ce qu'elle laisse de clair une fois retirée. En narration, elle sert de passerelle amovible que l'on traverse ensemble avant de poser pied sur le terrain ferme des faits. Il est fécond d'oser dire « Voici ce qui n'est pas compris, et voilà ce qui ferait bouger notre confiance », posture explicitement défendue dans The Value of Science. Cette cartographie transforme l'ignorance en agenda. Piste d'enquête, dépendance, critères de décision provisoire. L'ignorance assumée devient non pas une faiblesse, mais une ressource stratégique pour orienter l'attention et préserver l'honnêteté. Le récit gagne en densité quand l'obstination est montrée, pas seulement l'éclair de génie, car l'itération est l'unité réelle de la compréhension. Dire les essais infructueux honore la méthode plus que la réussite isolée et installe une confiance paisible dans le processus. La joie se nourrit alors d'un mouvement lent mais sûr, loin du sensationnel, près de l'architecture intime des idées solides. Un bon test mental consiste à pousser l'explication jusqu'à un cas limite où l'intuition hésite pour voir si la structure tient ou si elle craque de manière instructive. Cette habitude économise bien des controverses, car elle oblige à préciser ce qui est supposé invariant et ce qui ne l'est pas. En audio, ce moment joue comme un ralenti utile. On observe l'explication sous contrainte et l'on apprend de la façon dont elle plie ou dont elle tient. Le contre-qu'exemple n'est pas un ennemi de l'idée, c'est un artisan de sa mise en forme définitive, au cœur de l'éthique expérimentale rappelée par Feynman. L'invité-tôt rend la compréhension plus robuste et la narration plus crédible, car l'auditeur reconnaît son propre scepticisme pris au sérieux. Une idée qui survit à une objection bien posée change de statut. Elle devient un outil, pas seulement une opinion. Revenir au plaisir n'est pas une coquetterie, c'est reconnaître la source d'énergie qui rend durable l'effort intellectuel, comme Feynman le répétait contre l'attrait des honneurs. Cette source se renouvelle précisément quand l'explication sert à quelque chose de concret, même minime, dans la journée qui suit. On sait que la compréhension a pris quand elle simplifie une décision ou une action sans bruit ni emphase pin. La suite propose une mise en situation guidée, où une notion intimidante sera apprivoisée par la méthode des 4 gestes, en explicitant chaque ajustement de langue et chaque test mental. L'accent sera mis sur la manière d'identifier les mots pièges qui donnent l'illusion de comprendre alors qu'ils cachent une lacune. À la fin, l'idée tiendra en quelques phrases nettes, prêtes à l'emploi, et le contraste avec la version initiale donnera la mesure du chemin parcouru. Choisir un sujet modeste vu aujourd'hui, écrire 3 faits, une hypothèse courte, et un test réalisable en moins de 10 minutes pin. Expliquer l'idée à voix haute comme un débutant, repérer une phrase floue, puis la réécrire sans termes techniques non définis. Tenter un contre-exemple concret, noter le résultat, et conclure par une phrase-outil qui servira demain. À ce stade, la promesse est tenue si une pensée est devenue plus nette, et si une question s'est affinée, car c'est exactement la monnaie de la joie de comprendre. La clarté n'est pas une illumination définitive. C'est un chemin qui se pose pierre après pierre sous les pas, et dont la valeur est dans l'avancée même. Quand la main retrouve le carnet, quand la voix s'est reformulée plus simplement, il y a déjà du gain, et ce gain a ce goût particulier que Feynman décrivait sans emphase, le plaisir de trouver la chose. Ce qui a traversé tout l'épisode, c'est un geste récurrent et discret, observer sans se presser, formuler sans s'enfler, tester sans tricher, puis éprouver cette joie nette quand une idée trouve enfin sa juste place dans l'esprit. Ce geste n'a rien de spectaculaire, et c'est pourtant lui qui donne une force tranquille aux journées ordinaires, parce qu'il transforme l'incertitude en chemin plutôt qu'en menace. Feynman rappelait que la valeur de la science réside dans cette capacité à accueillir le doute et à l'ordonner, pour que la compréhension progresse par degrés de clarté plutôt que par coups d'éclat fragiles. Si quelque chose reste après ces minutes partagées, que ce soit une phrase courte et praticable, distinguer ce qui est vu, ce qui est supposé, et ce qui est testé, avant de conclure. Cette séparation hygiénique est l'antidote à l'illusion de comprendre, celle que Feynman combattait en rappelant que la rigueur n'est pas une apparence, mais un travail honnête avec le réel. Elle protège des explications trop lisses et, surtout, elle rend possible une joie qui dure parce qu'elle s'appuie sur des évidences partagées plutôt que sur des assurances creuses. Le premier principe est de ne pas se tromper soi-même, et l'on est la personne la plus facile à tromper.
disait Feynman dans son avertissement contre les sciences cargo et les dehors trompeurs de la méthode. Ce pacte intime forme la charpente d'une confiance solide. Non la certitude d'avoir raison, mais la confiance d'emprunter une méthode qui s'améliore quand elle est mise à l'épreuve. Dans un monde pressé, ce pacte est un luxe et une nécessité. Il rend la pensée plus lente, mais il la rend fiable, donc utile. Le prix, c'est le plaisir de découvrir la chose, est une phrase qui pourrait tenir lieu de credo, si elle n'était pas plutôt une description fidèle d'un phénomène intérieur reconnaissable entre tous. Ce plaisir n'est pas un feu d'artifice. C'est un apaisement précis. La sensation qu'une pièce s'est rangée correctement et que d'autres viendront désormais se ranger plus facilement. Quand la compréhension gagne, la mémoire travaille moins, et la curiosité travaille mieux. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour continuer demain avec envie. Dire aussi ce qui contredit l'explication préférée, même si cela la fragilise, car c'est ainsi qu'elle gagne en densité ou cède sa place à mieux. Formuler une version pour débutants avant toute sophistication, pour exposer les zones floues et les corriger au lieu de les maquiller. Chercher un cas limite ou un contre-exemple concret afin d'éprouver la structure et de préciser ce qui tient et ce qui casse utilement. Imaginons une habitude d'étude rétive qui s'améliore à peine malgré des heures accumulées. Au lieu d'ajouter du temps, on applique la méthode des 4 gestes. Observer, expliquer simplement, tester, réviser. Puis, on mesure la différence sur un exercice précis. La compréhension cessera d'être un vernis, parce qu'elle aura prouvé son utilité en situation, exactement comme un petit test met un fait à l'abri du bavardage. C'est le même esprit que l'expérience minimale mais décisive qui, un jour, a déplacé une discussion entière par la clarté d'un test plutôt que par l'autorité d'un discours. Feynman disait que la liberté de douter est le grand legs de la tradition scientifique, non parce qu'elle relativise tout, mais parce qu'elle hiérarchise lucidement les degrés de certitude. Reconnaître que l'on ne sait pas encore n'est pas une faiblesse. C'est la condition pour savoir mieux demain, car cela oriente l'attention vers les expériences qui comptent. Ce réflexe se cultive, et il s'insinue ensuite dans la manière même de vivre, en substituant à l'angoisse d'avoir tort l'allégresse d'apprendre juste. Le titre « What do you care what other people think ?» condamne cette indépendance d'esprit qui privilégie le vrai au convenable, sans tapage mais avec constance. Cette indépendance n'est pas un refus des autres, c'est un refus de céder la boussole à la pression sociale quand les faits demandent une autre direction. Elle n'oppose pas le courage à la communauté, elle ouvre la communauté à la probité qui permet de progresser ensemble. Voici une règle à glisser dans la poche pour les prochains jours. Devinez la thèse adverse la plus forte et tentez de la formuler loyalement avant de défendre sa propre idée. Ce geste double prévient l'auto-illusion et raffermit la structure de l'explication en lui donnant un vrai contradicteur, pas un homme de paille. En pratique, la joie de comprendre surgit plus souvent quand l'objection est bien posée que quand elle est écartée trop vite. Les analogies sont utiles comme passerelles, mais il faut toujours revenir au point fixe des faits, là où l'expérience tranche et ancre l'idée. Une bonne analogie s'évalue à ce qu'elle laisse de clair quand on la retire, et c'est la marque que la compréhension s'est déplacée du décor vers la charpente. Ce va-et-vient, très simple à dire et exigeant à pratiquer, nourrit une clarté durable et un esprit plus libre. Avant de refermer l'épisode, un bref retour sur la sensation la plus précieuse évoquée ici, le moment où la pensée cesse de forcer et commence à glisser, parce que l'explication tient à sa propre logique. Ce glissement n'est pas de la facilité, c'est de l'alignement. L'effort a trouvé le bon angle d'attaque et la compréhension a pris sa place sans bruit. Cette sensation, discrète et reconnaissable, est la signature de la joie de comprendre, et elle vaut la peine de revenir semaine après semaine pour la retrouver et l'agrandir. Demain, choisir un objet modeste, une fonction, un article, un phénomène, et appliquer le protocole en 3 lignes. Faites observer, hypothèse simple, test minimal. Puis écrire une phrase, outil d'1 ou 2 lignes, qui résume ce qui a vraiment été compris et qui pourra être réutilisé à la prochaine occasion. Si cette phrase résiste à une objection honnête, elle deviendra un jalon. Sinon, elle indiquera exactement où chercher la prochaine amélioration. Les épisodes à venir poursuivront ce compagnonnage. Des micro-énigmes, des explications qui respirent, des tests mentaux, des objections bien posées et, surtout, cette joie nette quand l'idée s'ajuste au monde. Le but n'est pas d'épuiser les sujets, mais d'éclairer juste ce qu'il faut pour que l'envie d'explorer gagne, comme on ajoute une marche à un escalier qu'on prend plaisir à monter. La promesse est simple. Repartir chaque fois avec une clarté en plus et une inquiétude en moins, parce que la méthode a fait son œuvre silencieuse. Pour finir, une phrase à garder comme un cairn sur le sentier, la liberté de douter n'est pas une invitation à tout relativiser. C'est la condition pour faire tenir ensemble ce qui est su, ce qui est probable et ce qui reste à chercher.
Tenir cette liberté, c'est aussi tenir la joie qui l'accompagne, car le plaisir de comprendre n'est jamais loin quand la probité mène la danse. Alors on se retrouve au prochain épisode avec la même patience, la même curiosité et le même goût du vrai pour continuer d'ajouter des pièces au puzzle avec des gestes simples et loyaux.